Mathias. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va? Ouais. C'est le matin. Bah écoute, c'est sympa d'avoir accepté cette interview là pour Flamencophile. Je te souhaite une bonne année. Hein, Oui, bonne année, pareil, nerveux. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton métier? Tu veux commencer par quelle partie du métier? Parce que c'est vaste le métier. Alors, c'est quoi ton métier? Ouais, alors je suis guitariste. Je sais pas, il y a des gens qui disent quand tu fais de la musique, c'est toujours la grande question, est-ce que je suis guitariste ou est-ce que je suis musicien? Quand tu dis que tu es guitariste, c'est juste que tu joues d'un instrument de musique. Si tu es musicien, il y a quelque chose de plus. C'est toujours délicat cette question. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? En général, maintenant je dis je suis guitariste, comme ça je me mouille pas trop. La musique, c'est plus accidentel que ça. Des fois, c'est de la musique, des fois, c'est juste de la guitare. Mon travail consiste à jouer de la guitare soit avec des gens, soit dans des studios d'enregistrement, soit enseigner, soit faire de... Bon, je fais plein de trucs, je compose, j'enseigne, je fais plein de trucs. Alors, depuis quand en fait tu fais ce métier? J'ai commencé la guitare quand j'avais 12 ans, mes premiers concerts, ça devait être que j'en avais 16 quoi, à peu près, donc j'en ai 40 aujourd'hui, donc ça fait je sais pas, 25 ans, je sais pas. Ouais. Donc, toi, très tôt, t'étais musicien, très tôt. Très tôt, j'étais guitariste. Donc, très tôt, t'étais guitariste. Et comment t'es venu à la guitare, justement? Écoute, moi j'ai grandi en partie en banlieue parisienne et ensuite à La Baule, qui est un espèce de désert culturel, hein, comme toute station balnéaire qui se respecte. Et donc mes parents, qui venaient d'un milieu artistique, mon père était comédien pendant des années, ma mère est peintre, m'ont naturellement m'ont posé la question qu'est-ce que tu veux faire comme activité artistique Très tôt. Oui, très jeune, bien sûr. J'étais confronté de façon dès petit au concert. Mon père programmait dans un centre culturel dans l'Essonne, donc j'étais souvent au contact des musiciens et des concerts. Écoute, moi je voulais faire du sax au départ, mais il n'y avait pas de prof de sax dans la région. En revanche, tu as des profs de guitare, il y en a partout. Et voilà, ça a commencé comme ça. Ça, c'était à La Baule? C'était à La Baule, ouais. J'ai commencé les cours de guitare avec un mec qui s'appelait Daniel Walik, qui était un musicien de variété qui avait fait pas mal de choses sympas, notamment Souchon et Voulzy, donc il y avait du métier. J'ai toujours été assez fasciné par le musicien. Hein. Quand j'étais petit, voilà, un mec qui était guitariste, qui montait sur scène, enfin n'importe quel musicien, déjà je regardais ça en me disant putain, quand même le mec. Et puis un truc dans la façon d'être aussi que je trouvais fascinant. Je trouvais que c'était des gens cool, les musiciens quand j'étais gamin, que c'est des gens qui avaient une aura, etc., qui dégageaient un truc. Donc assez fasciné par ça, pas très sérieux avec l'instrument au départ. Et c'est mon deuxième prof vraiment qui m'a fait aimer la guitare. C'est un mec qui s'appelait Louis-Serge Lafeuillade, 2,02 m, des paluches énormes comme ça, et donc c'était du jazz. C'était plutôt un guitariste de jazz. Mais qui aimait beaucoup, qui avait beaucoup écouté le Friday Night in San Francisco, donc déjà Paco de Lucia était dans le périmètre, sans que je l'identifie particulièrement comme une référence, mais c'était déjà dans mon oreille quand j'ai commencé la guitare. Quoi. Et voilà, et ce mec-là, je sais pas, c'est des profs comme ça qui te donnent, si tu acceptes l'enseignement, ils te donnent plus que des informations guitaristiques, ils te donnent aussi l'envie de continuer à la musique. Tu te rencontres aussi en faisant ça. Donc, et puis probablement assez doué, donc quand tu es doué pour quelque chose, tu continues quoi. Parce que tu as une reconnaissance qui va avec ça, quand tu es gamin ça compte vachement ça. Donc quand tu as des résultats, tu avances, tu progresses, etc. Bon, quand tu es jeune comme ça, que tu fais du jazz, les autres gamins ils te regardent un peu comme un extraterrestre parce que c'est quoi cette musique de vieillard T'as fait rapidement du jazz? Quasiment tout de suite. Tout de suite? Ouais. Dès l'âge de 12 ans, bon, peut-être pas au début, tu commences par la guitare classique, il faut se faire un peu les doigts, mais en fait tu suis l'orientation, de tes premiers profs, si tu veux. Dès que j'ai commencé avec ce prof-là, mon père m'a emmené à la Fnac, et il m'a acheté un disque de Larry Coryell et un autre disque de Larry Carlton, que j'ai usé jusqu'à la corde, et j'ai commencé mon éducation de guitare avec ces gens-là, si tu veux, donc avec de la guitare jazz dans l'oreille, de la guitare acoustique, pas forcément nylon. Mais voilà, c'était ce prof, Louis-Serge Lafeuillade, c'était un type qui avait ça en lui, quoi. Qui avait cet amour de la guitare comme instrument. C'était un prof particulier? Ouais, c'était un prof particulier. Je voyais une fois par semaine à Saint-Nazaire. Voilà, ça a commencé comme ça. Et rapidement, en fait, ce prof, Louis-Serge, qui jouait en duo dans les bars et dans les hôtels et les trucs comme ça, qui faisait le métier, en fait, sur place, m'invitait, dès que j'ai eu un peu assez de niveau pour le faire, m'invitait à jouer un morceau avec son duo de guitare.
à la fin de son concert, je venais taper un morceau, et puis petit à petit, ça s'est fait comme ça, quoi. Et ensuite, j'ai rencontré les musiciens de ma région, qui ont fait des choix de carrière aussi. Mathieu Denarié, il y avait Frédéric Chiffolo, Damien Schmitt, voilà, qui sont des mecs qui ont fait une belle carrière dans le jazz. Et donc on était ensemble, et puis on écumait tous les bars et tous les restos de la côte pendant l'été, et on jouait, on n'arrêtait pas de jouer tout le temps, quoi. Donc là, tu avais laissé déjà tomber tes études? Non, moi j'étais jusqu'au bac. Grâce à mes parents, parce que moi j'étais prêt effectivement à tout envoyer péter pour faire que ça, mais mes parents m'ont dit passe ton bac d'abord. Tu savais déjà que c'était... Bah ouais, vers 16-17 ans, ouais, j'étais déjà sûr que c'était ça que je voulais faire. Que tu allais devenir ouais. professionnel. Ouais, sans avoir une idée bien précise de ce que ça voulait dire. Hein, parce que quand tu commences quand t'es gamin et quand tu dis je veux être musicien, c'est comme quand tu dis je veux être cosmonaute ou pompier, si tu veux. Les gens ne prennent pas tellement au sérieux, et les quelques-uns qui te prennent au sérieux te disent t'es sûr que tu veux faire ça, c'est pas un boulot facile. C'est pas la conseillère d'orientation qui t'a... Non. qui t'a dit... paradoxalement, mes profs de... Tu savais ce que tu voulais faire. Ouais, mais ce qui était un plus, parce que quand j'avais 16-17 ans, j'étais un des seuls à savoir ce que je voulais dans la vie. C'est qu'à cet âge-là, tu sais pas, tu vois. Donc voilà, tu t'orientes, tu te décides, tu te détermines, et ça te donne de la force pour plein de trucs. C'est générateur aussi de pas mal d'ennuis, parce que bon, tu te demandes ce que tu fous en cours de physique, quoi. Tu dis, bon, je suis là en train d'apprendre les réactifs, je devrais être en train de bosser mes gammes. Mais ça, finalement, c'était utile, parce que tout ce temps passé au lycée, le moyen que j'avais trouvé pour que ça passe plus vite, c'était d'écouter ce qui se passait en cours, tout simplement pour une question de culture générale. Donc c'est passé assez rapidement, finalement. Donc t'es pas passé par les étapes conservatoire, solfège et tout ça? J'ai essayé. J'ai été inscrit pendant quelques semaines à l'école de musique de Saint-Nazaire, dont je me suis viré. Pas manu militari, mais enfin ils m'ont fait comprendre que j'avais pas grand chose à foutre là, parce que j'étais pas... Puis j'étais têtu comme une mule, quoi. J'étais têtu comme une mule. Comme je travaillais beaucoup l'instrument, j'ai assez rapidement développé pas mal de techniques. Et puis je jouais avec mes potes et dans les bars, et pour moi j'apprenais beaucoup plus, si tu veux, en faisant 3 heures de geek en jazz le week-end qu'en 5 heures de cours d'école de musique. Donc j'ai refusé catégoriquement, pour une raison que j'ignore, d'apprendre à lire la musique, et j'ai appris après. Après le bac, je suis rentré au CMCN à Nancy, et là il fallait apprendre ça, quoi. C'était une formation, ce qu'ils appelaient une formation professionnelle de musicien, donc on apprenait le solfège rythmique, l'harmonie, la lecture, en plus c'était moitié-moitié dans la journée, tu avais une moitié théorie, une moitié pratique, 8 heures par jour, quoi. Donc ça a été un de mes premiers contacts avec la musique écrite, et c'est ensuite en arrivant à Paris que je me suis décidé vraiment à apprendre à lire, et donc comme je fais pas grand chose à moitié en général, là je m'étais mis comme un barbare pendant 2 ans à déchiffrer des centaines de pages de guitare classique, juste pour apprendre pour être un bon lecteur, quoi. C'est un muscle, c'est une technique. Pour beaucoup de guitaristes, le solfège ou la lecture, c'est une espèce de truc limite mystique, mais c'est pas plus compliqué que d'apprendre à faire des chromatismes sur un manche. C'est juste, faut le bosser, quoi. Faut le bosser, c'est un peu aride, c'est un peu austère, tu comprends pas très bien pourquoi il faut s'emmerder avec ça. Le métronome, tic, tac. Alors le métronome, c'est encore autre chose, ça. Le métronome, c'est un artefact, même le métronome, hein, parce que rapidement tu es confronté à des problématiques de tempo. Je te parle pas de mise en place, hein. Être en place, c'est quand même une donnée indispensable en musique, sinon tu peux pas partager avec les autres musiciens. Mais c'est surtout quand tu travailles au métronome, tu développes une capacité à être à la fois très concentré sur ce que tu joues, mais à toujours avoir l'oreille sur quelque chose d'autre, si tu veux. Et le métronome te fait rentrer dans un état presque méditatif, qui est excellent, parce que c'est un état de détente et de contrôle, et ça c'est l'idéal, si tu veux, quand t'as pas le stress et tout ça. Mais oui, pour plein de gens, tout ça, il y a un côté torture médiévale, quoi, avec ce genre de trucs, mais tout ça, c'est très mystifié, c'est juste du boulot, quoi. Il n'y a pas de... faut bosser, quoi. Comment t'es venu au flamenco, en fait? C'était un accident heureux. Ça faisait peut-être 2-3 ans que j'étais à Paris. Moi j'ai beaucoup galéré en arrivant ici, j'ai eu vachement de mal à rencontrer les gens, parce que j'étais pas prêt au niveau matière, j'avais 19 ou 20 ans, j'étais pas tellement prêt dans ma tête à affronter tout ça. Donc j'avais pas beaucoup de boulot, je travaillais ma guitare comme un malade à la maison, mais je sortais pas trop de chez moi, j'avais du mal à aller faire le bœuf dans les clubs et tout ça, à rencontrer les gens, c'était compliqué. Et puis j'avais rencontré
un mec dans un boulot alimentaire à la con, un chanteur qui montait son projet. Il y a beaucoup de musiciens dans ces boulots. C'était du téléprospecting à l'époque, tu passais des coups de fil pour vendre des journées d'essai de voiture. Et puis on a eu un plan, une fête privée pour l'inauguration de Vivendi Universal. Ils avaient embauché 60 musiciens pour faire ça, dont 2 gitans des Saintes. Et là, c'est la première fois de ma vie que je voyais un mec jouer par Bouléria en vrai, quoi. Alors, qu'est-ce que... Ah, le choc. Ouais. Le choc. Tu... Le choc, quoi. Le choc parce que... t'avais jamais entendu, t'avais jamais... Si, j'avais écouté, j'avais Solo Quello Caminal de Paco depuis des années. Alors j'écoutais ça de temps en temps, en état de choc complet aussi. On disait, putain, comment c'est possible de faire des choses pareilles sur une guitare? Je comprenais rien au niveau rythmique, au niveau technique. C'était inimaginable. Je dis, comment on peut faire des choses pareilles sur l'instrument? Venant du jazz, si tu veux, pour moi, c'était une affaire de médiator, d'accords, etc. Des choses assez occidentales, quoi, assez académiques. Ah, t'écoutes Paco la première fois, et surtout ce disque-là, la deuxième Bouléria Pignonate de ce disque-là, c'est una barbaridad, comme on dit, non? C'est un truc dingue, de fou, quoi. Donc j'écoutais ça de temps en temps au milieu des albums de jazz. Mais bon, j'avais aucune idée même de comment on faisait un archéo. Visuellement, j'avais aucune idée de ce qui se passait, quoi. Mais là, donc, c'était un concert que tu as eu une sorte de... Non, ça c'était dans les loges. Le concert où chacun faisait ses trucs à droite à gauche, etc. À tour de rôle pour animer la soirée. Donc non, là c'est juste, on était tellement nombreux que les loges étaient collectives. Et donc la chance a fait que je me trouve avec ce mec-là, si tu veux. Comment il s'appelait déjà? Daniel Ambroise. À qui je dois mais énormément. On s'est perdu de vue, on a perdu notre trace, ça c'est un peu la vie, des fois ça fait des conneries comme ça, c'est dommage, mais Daniel il m'a donné des clés sur la guitare flamenca que plus jamais on m'a parlé de ça après, en Espagne. Avec des mecs qui étaient bien meilleurs guitaristes que lui, qui avaient beaucoup plus de connaissances, et lui il m'a donné des trucs qu'on n'en a plus parlé après, des trucs hyper importants. C'est quoi, par exemple? Le médio compass, il avait commencé à l'introduire, ça rétrospectivement, parce qu'au début, tu parles de médio compass, tu dis quoi, qu'est-ce que c'est la mécanique quantique. Et puis surtout, un truc technique qui est hyper important sur les abanicos, on les apprend scolairement, avec le premier coup sur le temps, etc. Et en fait, quand tu écoutes les grands guitaristes, tu t'aperçois qu'ils démarrent jamais sur le temps, ils démarrent une croche de triolet avant, 2 croches avant. Et ça, il m'en avait parlé déjà. Il m'a dit, tu vois, tu peux le démarrer sur l'annulaire, tu peux le démarrer sur l'index. C'est des trucs hyper importants, ça change tout le swing, ça change tout le positionnement dans le temps. Et ça, dès le début, il avait introduit ça, alors que j'étais pas foutu de sortir de Compass d'affilée de Soler Bouléria. Donc c'est après, en fait, sur le coup, j'ai pas tellement réalisé ce que c'était, mais c'est après, en y réfléchissant, je me dis, putain, mais il me l'avait dit ça, quoi. Il m'avait déjà parlé de ça. Et donc tu as eu ce choc, ouais. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Alors après, il y a une période un peu... Tu t'es dit, là, je veux faire que du flamenco. Il y a un truc en moi qui me hurlait, fais-le, parce que t'aimes ça. Et puis il y a toute une autre partie qui me disait, ça fait 10 ans que tu te crèves la paillasse sur le jazz, t'as atteint un certain niveau. Redémarrer à zéro, ça va impliquer d'être de nouveau un débutant. Ça veut dire que les gens vont plus te prendre au sérieux pendant un certain nombre d'années. Tu abandonnes un peu tout ce que tu as capitalisé pendant les 10 premières années de musique pour aller dans un truc où tu sais pas du tout où tu vas, évidemment. Et ça a été assez compliqué pendant quelques mois parce que je ne savais pas trop si professionnellement je faisais un bon choix, mais en même temps, j'avais pas de vie professionnelle à cette époque-là. Donc je me suis dit, finalement, personne m'attend. Tu faisais des petits boulots en parallèle? Ouais, j'avais quelques élèves, quelques groupes, des petits groupes qui tournaient pas trop, qui jouaient dans les bars, etc. J'avais tenté de monter mon groupe en arrivant à Paris, qui était un mélange déjà d'autres musiques. Il y avait le jazz qui était là, mais le tango argentin, le jazz manouche, la musette. Enfin, je commençais à m'intéresser à autre chose. Je jouais quasiment plus d'électrique. Donc il y avait une espèce de cohérence, mais à l'époque, évidemment, je ne la voyais pas, cette cohérence-là, dans le trajet. Je m'en suis rendu compte qu'après, en fait, de la cohérence de ça. Donc voilà, puis en même temps, je passais des heures et des heures sur la gratte à essayer. J'alternais des jours où je travaillais flamenco comme un dingue, puis des jours où je disais arrête tes conneries, refais du jazz, etc. Bon. Cette période, ça a duré quelques mois comme ça. Et Daniel Ambroise, je le voyais quasiment tous les week-ends dans le secteur de la Villette ou début de Chaumont. Et on passait 3-4 heures comme ça, alors je l'écoutais, puis je dévorais tout ce qui me filait, quoi. Je me rappelle que la première fois que je l'ai vu, j'étais tellement content qu'il prenne du temps avec moi que je lui avais dit de manière assez arrogante et pas très à droite, je vais te prendre tout ce que tu as.
Je vais regarder un peu genre... Comme un vampire. Ferme-la quoi. Je commence à faire 2-3 trucs, on verra pour la suite. Mais effectivement, Daniel m'a appris des trucs que je joue encore. Les premières falsettas que tu apprends en guitare flamenca, souvent tu les joues toute ta vie. Il y a une empreinte qui se fait avec ça. Mais c'est un mec pour qui j'ai encore... Enfin voilà, je suis tellement heureux de le revoir. Il était originaire des Saintes, hein, c'est ce qu'il m'a dit, mais après, voilà... Et donc il était à Paris, le pauvre. Il était à Paris, mais il m'a dit, si tu me cherches, tu vas au Saintes et tu demandes Daniel Ambroise. Mais en même temps, il m'a dit, c'est pas mon vrai nom. Alors, c'était une histoire un peu compliquée, quoi. Peut-être tu sais comment le retrouver. Ben, je sais pas, moi, chaque fois que j'ai l'opportunité de parler de Daniel publiquement, soit sur les interviews papier ou au moment quand on me pose des questions là-dessus, quand je passe à la radio, des choses comme ça, je dis, Daniel Ambroise, si tu m'écoutes, tu me rappelles surtout, quoi. Je serais tellement content de le revoir, ça me ferait plaisir. Et alors, du coup, la décision, dire, j'y vais. Oh, ça, c'est pas comme ça. Finalement, je lâche tout. Je crois que donc, quelques mois après, moi, je suis parti rejoindre un autre copain à moi du CNCN qui avait déjà viré sa cutie. C'était un bluesman avant, puis il était passé au flamenco comme un sauvage. Donc j'ai été le retrouver à Séville, et je crois que là j'étais convaincu en arrivant à Séville. Tu étais rejoint donc cet ami à Séville. Voilà. Qui était à la fondation Christina Rennes, qui venait juste d'ouvrir ses portes. À l'époque, les locaux étaient en plein dans le barrio Santa Cruz, c'était une maison superbe avec patio. Juste après, c'était quelle année déjà? C'était 98. Et là, il y a eu 2 moments clés là, dans ce premier séjour. Il y en a eu beaucoup parce que tu découvres la vie espagnole et quand il fait 35 degrés à 3h du matin et que tu es là à ta 19e bière et que tout le monde est sympa, que les filles sont belles, que ça sent le jasmin ou la fleur d'oranger dans la rue. Enfin bref, le délire, c'est que c'était mon premier voyage en solo. C'était la première fois que je partais tout seul comme ça. Ouais, le kiff de la ville, de l'ambiance, de tout ça. Je comprenais pas un mot d'espagnol, mais c'était pas grave. Puis il y avait beaucoup d'étrangers aussi qui venaient pour ça. Pardon. Et puis j'ai été assisté à une classe de danse pour Guajira à la fondation. Et il y avait, je sais pas, 20 nanas avec des batas d'école, tu vois, les robes à traîne comme ça. Avec cette espèce de lumière extraordinaire de Séville qui rentrait dans les fenêtres en diagonale comme ça. Et là, tu fais, je suis où? Je suis où? C'est quoi ça? Cette belle nana avec des robes à traîne de toutes les couleurs, et puis la Guajira, qui est une espèce de truc comme ça, très frais, très printanier, etc. Voilà, là j'ai eu un premier coup de foudre, et puis le deuxième coup de foudre il est arrivé peu de temps après. J'étais dans le patio de la fondation pendant que mon pote prenait ses cours, et j'étais en train de jouer, j'avais un reste de sonate de Paganini. Je me disais pour me faire les doigts, comme je ne savais pas tellement de choses en flamenco, je travaillais ça pour bosser mes arpèges. Puis il y a un type qui rentre dans le patio, une espèce de grand mec un peu dégingandé comme ça, qui se tire une chaise et qui se met en face de moi, qui écoute comme ça, pendant 10 minutes. Et à un moment donné, il me fait, je comprends qu'il veut jouer de la guitare, tu vois. Il prend la gratte, et là j'ai 20-30 minutes pour le talanta, des trucs, je savais pas ce que c'était à l'époque, mais puis beau, émotionnellement magnifique, etc. Et mon pote descend et il dit, tu sais qui c'est le mec là? Je dis non, c'est Raphaël Riqueni. Et bon, évidemment, je ne sais pas qui c'était à l'époque, j'ai su après, hein, mais un musicien magnifique. Raphaël, c'est un des grands compositeurs, grands musiciens de cette génération-là, de flamenco. Hein. Et magique, qu'est-ce que tu veux? Après un truc pareil, tu peux pas. Tu vois? Et il t'a parlé, il t'a dit. Oui, probablement, mais bon, je te dis, moi je parlais pas espagnol, donc je sais pas ce qu'il m'a dit. Il y avait un échange. Il y a un échange, mais qui était un échange de musique. De musique, pas un échange de mots. Mais Raphaël est un type assez atypique dans ce monde-là du flamenco. Hein. Grande sensibilité, c'est pas un démonstratif. Et tout est dans la composition aussi. Puis c'est une musique que je comprenais assez bien parce qu'il y avait des données de musique classique, de jazz, dedans, de choses auxquelles j'étais plus habitué. Et j'avais été très séduit aussi par ça. Évidemment, à l'époque, il y avait Carlos Heredia qui jouait à la Carboneria, c'était un gitan avec des biceps comme ça, qui jouait comme un malade, sans sono, alors que la Carboneria c'était le bordel, il y avait plein de monde, ça parlait fort, etc. Et quand il envoyait un picado, tu l'entendais du fond de la salle. Donc on passait des heures à regarder Carlos Heredia avec mon pote comme ça, en disant oh, là, ça poids, le picado, tout était parfait, Sonic était. Vraiment, tout était génial, quoi. Donc
t'es pris dans cette espèce de tourbillon, tu te pointes à 3h du matin à l'Alfalfa, au Lincolncio, puis là il y a Potito qui chante, tout comme ça, quoi. T'es dans une espèce de truc presque magique, quoi. Donc là, quand j'ai vécu ça la première fois, j'ai dit, bon, ouais, ok. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est devenu Donc, une passion. je prenais pas de cours. Ah, t'étais pas dans la fondation? Non, moi j'étais juste invité comme ça, de manière assez informelle. Et puis mon pote David, à chaque fois qu'il y avait un truc que je comprenais pas, je dis putain, comment tu fais ça, comment tu fais ci, comment tu fais ça, petit à petit, tu vois, en prenant des trucs. La première pièce que j'ai travaillée, c'était assez ambitieux, hein, c'était la Guajira de Lucia, la Guajira de Paco, un espèce de truc injouable, hein, ça, tu peux bosser ça pendant 20 ans sans jamais y arriver. David, il travaillait ça pour travailler la technique. Donc moi j'avais appris ce truc-là, et donc je suis rentré avec la Guajira, et là j'ai commencé vraiment à me mettre au travail. Tout seul? Avec tout ce que j'avais, quoi. Ouais. Donc j'ai fait comme ça 6-8 mois, puis je suis reparti en Espagne, puis j'ai repris du matos, puis je suis revenu en France, et des allers-retours, comme ça, pendant plusieurs années. Pendant presque 4 ans, quoi. Puis petit à petit, ben voilà, je revenais à Paris, j'accompagnais les classes de danse de Carmen Alvarez, 3 fois par semaine, et tu vas voir tous les concerts, tu essaies de rencontrer les gens à Paris, d'échanger avec eux, de capter ce qui se passe, d'écouter de la musique en boucle, en permanence. Voilà, comme un dingue, quoi. Comme un dingue qui vient de découvrir un truc qui lui plaît et qui... voilà, c'était une passion? Tout de suite, c'est devenu une passion. Bon, la musique c'était ma passion dès le Ouais. départ de toute façon, mais le flamenco a pris une place extraordinaire là-dedans. C'est-à-dire que j'ai le plaisir de travailler ça, et puis il y avait quelque chose d'un peu de la voix du samouraï là-dedans qui me plaisait bien, quoi. C'est-à-dire que t'as la guitare, t'as pas d'ampli, t'as pas d'effet. Si ça sonne pourri, c'est pas ton instrument, c'est juste qu'il faut que tu comprennes quelque chose. Et puis quand tu démarres un truc, surtout de nouveau, après au bout de 10 ans de jazz, si tu veux, j'avais atteint un premier palier, alors qu'après il faut le dépasser pour aller au stade suivant, c'est vrai pour toutes les disciplines. Mais là, ça faisait un petit moment déjà qu'avec le jazz, je m'en sortais plus, j'avais plus l'impression de progresser. Et là, je reprenais un truc à zéro, donc tu progresses exponentiellement au début. Tu as des résultats tout de suite, quasiment, tu travailles de plus en plus, etc. Et puis, ouais, voilà, je me suis pas tellement posé la question, quoi. Et du coup, t'es retourné régulièrement donc, en Espagne, tu faisais des et t'as rencontré des artistes espagnols et c'est avec eux que t'as bossé, ou comment ça s'est passé? Moi j'étais beaucoup dans l'observation en fait, parce que j'avais une formation de guitare. Et j'avais une formation théorique qui me permettait de comprendre ce qu'ils faisaient. Pas forcément sur le plan rythmique et tout ça, je pouvais nommer les choses. Ce qui est un net avantage quand tu apprends cette musique-là, parce que quand tu démarres la guitare flamenca, on te l'apprend visuellement. Hein, visuellement, auditivement, etc. Donc avec des choses qui sont un peu... empiriques. Ouais, c'est ça. C'est pas très net. En revanche, quand tu as une connaissance des notes de l'instrument et une connaissance de l'harmonie, tu vois un accord, tu te dis ok, si bémol 7, bémol 5, et tu sais que ton doigté c'est ça. Et tu sais aussi que tu l'as là, que tu l'as là, tu l'as là. Et très rapidement, en fait, tu te retrouves à pouvoir développer ce qu'ils te donnent. Eux, ils connaissent des positions, mais toi, tu connais l'accord. Donc tu peux travailler l'harmonie différemment, et tu peux l'interpréter, faire des renversements. Et ça, le jazz m'a été très très utile pour ça. Donc les informations liées aux notes et aux accords, tout ça, ça allait assez vite. Et sur le plan rythmique, c'est pareil. Moi, je pouvais dire, j'écoutais un truc, je disais ok, double croche, ok, triolet, ok, etc. Et donc tout ça, ça me permettait d'assimiler vachement rapidement les informations, parce qu'il n'y avait pas toute cette mystique qui est autour de la musique. Si tu veux, quand tu apprends à nommer les choses, en soi, ça ne te fait pas mieux jouer, mais ça te fait assimiler les choses plus rapidement, parce que intellectuellement, c'est plus simple quand tu peux mettre un nom sur tu comprenais les choses assez... Oui, je comprenais assez vite. Après, tu comprends que la dimension guitaristique, musicale du truc, tu comprends pas encore les codes, tu comprends pas encore l'accompagnement du chant, tout ça, l'accompagnement de la danse, tout ça, c'est des choses qui viennent petit à petit, et de manière... Il n'y a pas de théorie là-dessus. Et du coup, tu as rencontré vraiment des personnages particuliers en Espagne avec qui tu as travaillé à ce moment-là? C'est-à-dire que si tu veux, là on parle d'une période de presque 15 ans, donc là on est... après ça, si tu veux, si on fait un peu avance rapide, après cette première prise de contact qui était des allers-retours en Espagne, je suis allé m'installer là-bas. Je suis rentré comme élève à la Fondation Christine Herren dans le cours de spécialisation pendant 4 mois.
Donc là, j'ai eu mon premier contact à l'accompagnement du chant vraiment un peu sérieux, même si ici j'accompagnais Conchi Menendez, par exemple, une aficionada de Paris qui chante super bien et qui m'a fait l'honneur de venir à la maison pour m'apprendre à rater la soléa. Je galérais, je lui faisais répéter 25 fois les trucs jusqu'à qu'elle comprenne, quoi. Elle l'a fait, donc ça c'était un beau cadeau. Et donc à la fondation, là en revanche, on avait tout un panégyrique de chanteurs. Alors l'enseignement de la fondation était un enseignement, c'était pas le soniquete, c'était pas la bulería, tout ça, c'était là on bossait de la malagueña, du chant libre, de la soleá, de la seguería, mais bulería c'était très occasionnel, on limite considéré un peu de loin comme étant un flamenco de fiesta, un peu de seconde zone, quoi. C'était un flamenco un peu voilà, sur le modèle de Mairena. Il y avait Naranjito Triana qui enseignait le chant là-bas à l'époque. Donc Naranjito, c'est une figure du chant sévillan aussi, voilà, avec une maîtrise encyclopédique des choses. Et les cours de chant à l'époque c'était avec Postigo et je ne me rappelle plus son nom, Paco Taranto. Et le premier cours, tu n'emmènes pas large parce que tu as 15 guitaristes, hein, et puis c'est le niveau plus. C'était le niveau plus de la fondation. Beaucoup d'Espagnols avec des mecs qui jouaient super bien et qui savaient déjà tout ça, plus ou moins, quoi. Donc tu la ramènes pas trop, tu te rends compte, c'est ce que tu peux. Et le premier cours, Paco, Postigo avait rempli une feuille avec tous les styles de chant qu'il fallait étudier. Il disait qu'il y en avait 103. Et voilà, on commence par la caña, quoi. Caña, le jour suivant, El Polo, et puis vas-y, tu déroules tous les styles de soleá, tous les styles de malagueña. Alors tu n'as pas le temps, tu vois. T'as pas le temps de tout choper, c'est impossible. Ah ouais. Et puis tu l'accompagnes une fois, tu te plantes 250 fois dessus, et tu apprends petit à petit la méthode pour moins te planter, c'est-à-dire écouter les versions, les apprendre, les analyser de manière assez scolaire, pour pouvoir anticiper les changements de ton. Tu sais que telle note elle va sortir, tu sais pas quand, mais tu sais qu'elle va sortir. Et voilà, petit à petit tu te fais ta culture de l'accompagnement du chant comme ça. Et puis bon, la fondation c'était de 9h du mat à 3h d'après-midi. Ou à 14h, comme ça. Donc après, à 14h, quand on débauchait, on avait un bar à côté, quand il faisait beau, on jouait, on continuait à jouer. Donc t'as les chanteurs et les guitaristes qui débauchaient les cours, et donc là, on jouait par Boulelia, pour le tango, les trucs qu'on faisait pas en cours, tu vois, pendant des plombes, là aussi t'apprends beaucoup. Finalement, t'avais des thèmes de préférence, enfin, Bouleria ou des choses... Ouais, bon, tu voulais aller vers des choses... La Bouleria, c'est toujours le truc que tu veux faire, quoi. C'est ce qui me met le plus plein la tête. Alors, et puis, oui, bien sûr, tu as envie de jouer par Bouleria, bien sûr. Même aujourd'hui, il y a des moments, si tu veux, où je vais passer pendant quelques mois, je vais être obsédé par tel ou tel style. Je vais travailler plus précisément. C'est jamais, voilà, il faut passer par des trucs comme ça. Il y a eu plusieurs épisodes comme ça. La Bouleria, par exemple, moi, c'est un truc qui est rentré. Avant que j'aille m'installer à Séville, j'ai eu du bol. Sur un tirage au sort, j'ai gagné un stage des Jeunesse musicale d'Europe à Chipiona. Et il y avait Tomatito, il y avait Geraldo Núñez, il y avait Ramon Paulina, il y avait des mecs comme ça. Et puis j'ai rencontré des gens avec qui j'ai continué à travailler, avec qui je travaille encore aujourd'hui. Et Sabrina Romero qui était là dans le stage. Donc il y avait un petit noyau comme ça de gens qui avaient déjà un peu d'affection, tu vois, et on faisait la teuf, on était dans les bungalows, tout était payé, l'hôtel, les cours, etc., c'était offert. Et on avait des petits bungalows dans un hôtel assez chouette au bord de la mer, et on avait été regroupés avec Sabrina et puis Camilo Garrido, un mec qui est à Jerez maintenant, qui chantait. Et donc la fiesta c'était dans notre bungalow, quoi. Et donc du premier jour de stage jusqu'au dernier jour, on commençait à jouer à 11h et ça finissait à 5-6h du matin. Et au bout d'un moment, ça s'est su dans la ville et dans les environs qu'il y avait de la teuf à l'hôtel, il y avait de la fiesta flamenca à l'hôtel. Donc ce qui fait qu'on avait des gens qui venaient pour chanter, pour danser, pour faire des palmas, des guitaristes, les mecs de l'hôtel, les serveurs de l'hôtel débauchaient, ils débarquaient avec des bouteilles de manzanilla plein les mains comme ça à 3h du matin. Et donc là, j'ai bouffé de la boleria non-stop pendant une semaine, quasiment 24h/24. C'est ce qui m'a permis de passer le cap entre la dimension théorique un petit peu de la boleria, de chercher à faire des blocs, des structures, et puis ce que c'est que la boleria de fiesta, où c'est beaucoup plus open que ça, et il y a une rigueur, mais tu t'apprends les codes en fait, j'ai appris les codes comme ça. J'ai beaucoup appris, moi, les trucs en les faisant en fait, en prenant le risque, ou par chance, ou par inconscience, de dire à un mec qui chante, est-ce que je peux t'accompagner ? Sachant que tu vas pas mettre tout à compas, que tu vas lui rater des tons, etc. Tu vas l'emmerder un petit peu, tu vois. Donc. Mais tu n'as pas tellement d'autres solutions, il faut quand même prendre
avoir un tout petit peu de culot ou d'inconscience pour se dire je veux apprendre. C'est pas se mettre là en prépotant en disant tu vas voir ce que tu vas voir. Non, je suis français, je suis guitariste, j'aimerais bien apprendre ça. C'est vrai, ils sont pas trop durs. Ça dépend, il y a tout. Il y a tout. Après. Ils aiment donner, ils donnent un peu. Bien sûr, c'est des gens généreux, les flamencos, à beaucoup d'égards. Après, il y a. Faut pas être gourmand. Faut être reconnaissant de ce qu'on reçoit, quoi. Est-ce que tu dis que tu as un maestro, t'en as un? Plein. Moi j'ai toujours aimé ça. Un mentor, quelqu'un que tu as suivi tout le temps ou pendant très longtemps? Ouais, mais c'est vrai pour le jazz aussi. Tu vois, un de mes profs de CNCN, c'était Pierre-Jean Gaucher. Et Pierre-Jean est resté un copain à moi et il m'a suivi tu vois, quasiment toute ma carrière. Il a été présent. Et pour moi, c'est toujours mon maître. Et donc, Eduardo Reboyard, qui est un prof principal de la fondation, pareil, c'est un mec à qui je dois énormément. Daniel, tu vois, comme je te parlais de Daniel tout à l'heure, Daniel, pour moi, c'est toujours mon maître. Moi, j'adore ça. Parce que je pense que c'est aussi lié à, je sais pas, à la culture Guerre des Étoiles, Karate Kid, où tu rêves de rencontrer un maître Yoda ou un maître Miyagi dans ta vie et avoir le même parcours que Luke Skywalker, donc le gamin de Karate Kid, et tu te projettes là-dedans. Moi, je sais pas, ça m'est resté ce truc-là. Quand j'étais gamin, je dis qu'est-ce que j'aimerais avoir comme ça, un type qui m'apprend des choses importantes. Kung Fu, petit scarabée. C'est ça, ouais. Donc, même aujourd'hui, je veux dire, quand je démarre quelque chose de nouveau, que ce soit dans la musique ou pas, j'essaie de garder cette attitude-là, du padawan, quoi. De dire, vas-y. J'ouvre les chakras au maximum, donne-moi tout ce que tu veux, je vais essayer de suivre, faire de mon mieux. Parce que ça m'éclate en fait, je suis heureux en faisant ça. Est-ce que tu as un style de vie flamenco? C'est quoi? Tu veux dire, est-ce que je fume des pétards au petit-déj? Non, est-ce que c'est un style de vie flamenco et est-ce que tu ouais, c'est ce qui se dit, moi je vais pas tellement théoriser là-dessus, sur ce que c'est. Pas des fêtes jusqu'à tard le soir dans des tables à eau tous les soirs. Si c'est cool, bien sûr, avec plaisir. Mais disons que je m'en fais pas une... Si tu veux, pour moi, tout ça, ça appartient à l'imagerie flamenca sur ce que ça doit être une vie de flamenco, tout... je sais plus, il y avait lu une phrase comme ça qui disait de flamenco, c'est tout céder au plaisir, c'est tout donner au plaisir. On peut tout... Ouais, j'aime bien l'idée, mais je m'en fais pas une profession de foi. Je veux dire, si ça le fait, ça le fait, si ça le fait pas, ça le fait pas. Bon, voilà. Il y a eu des moments comme ça qui étaient extraordinaires, où tu t'éclates complètement, mais c'est très précaire. Ça prend, tu sais pas trop comment, ça continue, tu sais toujours pas trop comment, et puis il suffit qu'il y ait un élément perturbateur pour que ça s'arrête. C'est très fragile. Mais quand ça tient, c'est extraordinaire. Les plus belles fêtes de ma vie, je les ai faites dans ce contexte-là. Qu'est-ce que tu peux dire du duende? Tu connais tu sais ce que c'est? Ouais. Tu peux nous en parler? Tu peux dire du duende, ouais. T'en as entendu parler? Oui, j'en ai entendu parler. Non, à la fondation. Tu sais, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont littéraires autour du flamenco. Le flamenco, c'est des gens très simples. Donc tout le pataquès qu'on fait autour du romantisme, autour des gitans et du duende, ça c'est de la littérature, c'est chouette, mais ça n'a pas grand chose à voir avec ce qui se passe en vrai. Ce qui se passe en vrai, ça n'a pas besoin d'être nommé déjà, parce que quand il y a un truc qui est bon et que ça se passe bien et que tu kiffes, bon, il y a des gens qui vont dire c'est du duende, moi je dis c'est juste du plaisir, bon, c'est pareil. C'est du pareil. C'est du vocabulaire. C'est comme la pureza, c'est un concept, tu sais pas trop. Les gens disent, toi c'est un muy puro. Je dis, ouais, de quoi tu parles? Ouais, il y a une intention, le mec quand il fait ça, il est habité, ouais. Bon, on peut le dire de plein de manières différentes. Il n'y a pas quand même des états de transe, c'est pas un peu comme ce qu'on appelle des états de transe ou des mystères, une sorte de truc mystique qui tombe dessus quand tout le monde est dans un état second. Non, ouais, alors il y a une forme de surréalisme qui va avec ça, oui. Il y a une fête. Surréalisme au sens où il n'y a plus personne ne maîtrise rien. Peut-être ça, non? Oui, ça ressemble un peu à... Je sais pas comment expliquer ça. C'est des moments où tu te marres tout seul,
tout est dans les regards, tout est dans les attitudes, et des gens que tu vois à peine, qui sont dans un coin de la pièce en train de faire des palmas calmement, tu sais pas pourquoi d'un moment à l'autre ils vont sortir, ils vont t'envoyer une patate pour Bouleria, tu fais oh, qu'est-ce qui s'est passé, et que le mec après dès qu'il a fini, pouf, il se remet comme ça. C'est surréaliste dans le sens où tu sais jamais d'où ça va sortir, et c'est une sensation très plaisante. Mais c'est difficile d'expliquer ce qui se passe à ce moment-là. Parce que tu lâches, au bout d'un moment, t'es que effectivement dans le plaisir d'être avec les gens, de partager quelque chose avec eux. T'es souvent un petit peu bourré, pas trop bourré pour pouvoir jouer, mais juste un petit peu en dessous de la limite pour être vraiment bien à gusto, comme ils disent. T'as à gustito. Ça c'est cool, bien sûr, c'est génial. Mais bon, encore une fois, c'est très... C'est immatériel ce truc-là, tu sais jamais. Tu peux pas décider que ça va se passer comme ça. Quoi. Ça peut prendre à n'importe quel moment, mais ça peut être aussi très passager. Si la nourriture est bonne, si les gens sont sympas, que les femmes sont belles, que la bière coule à flot, et que t'es bien, que t'es confortable, et que tu sens pas surtout la pression de le faire. Donc ça sort comme ça. Non, très informel. Ça doit rester imprégné dans la mémoire, ce genre de... Ouais, ce genre de... Bon, évidemment, je crois que tous les gens qui font cette musique-là, ils aiment ces moments-là en particulier, parce que c'est ce qui t'aide à... Mais ça a de la valeur aussi, parce que c'est très fragile, parce que ça tient pas à grand-chose. Donc, tu peux pas décider ça. Ça t'arrive comme ça, tu sais pas trop d'où ça sort. Donc je reviens sur une question, tu fais de la guitare. Ouais. Et Paco Delucia disait souvent qu'il faut être fou en fait. C'est une sorte d'esclavage. Oui, qu'est-ce que t'en penses? T'as vu la tête de Paco, hein Tu sens que le mec il est pas arrivé là où il est en épluchant des bananes, quoi. Je veux dire, c'est un mec qui a bossé dur, quoi. Donc, il faisait ses 8 heures par jour. Ouais, il fait faire plus que ça même. Ouais. Oui, c'est un esclavage. Oui, c'est aliénant la musique, bien sûr, c'est aliénant. C'est aliénant, mais c'est aliénant comme n'importe quoi que t'aimes beaucoup. Si t'es très amoureux de quelqu'un, c'est aliénant aussi. Donc, mais quand tu commences, tu peux plus la laisser en fait. Si. Bien sûr. Ouais, moi j'ai eu des quand tu reviens, elle est. Ah bah, quand tu reviens. Faut pas tout refaire. Non, ça va. Faut tout refaire, oui et non. En fait, moi j'aime bien ces périodes où tu détestes la guitare et où tu la touches pas et tu la regardes. C'est bien de s'engueuler un peu avec. Ça repose. Ouais, c'est pas que ça repose, c'est que ça fait partie de cette relation saine. S'il n'y a pas une relation un petit peu orageuse avec la musique, avec l'instrument, c'est que c'est pas très sain. Il faut arriver, je pense, à un moment donné, à ce moment où tu dis « Ah putain, j'en ai marre, j'arrête ». Et 2 jours plus tard, tu recommences, évidemment. Je n'ai pas le souvenir d'une seule année qui soit passée où je me suis pas dit 20 fois « c'est terminé ». Tous les ans, je me dis « Ah, chier, j'arrête, j'en ai marre, c'est trop dur ». Ah ouais. Depuis 25 ans, c'est comme ça. Et qu'est-ce qui fait que tac, ça reprend? J'en sais rien, c'est juste que tu te lèves le matin, tac, ça... Non, c'est pas que tu te lèves le matin, c'est que tu te rappelles aussi, tu te rappelles que tu n'es pas qu'un guitariste ou qu'un instrumentiste, mais que tu as aussi un auditeur qui aime écouter de la musique. Et que la beauté, bah, quand tu es sensible à quelque chose de beau, que ça te touche, tu te dis bah ouais, mais c'est là que ça se passe, quoi. S'il y a de vérité quelque part, c'est là-dedans, donc il n'y a pas le choix, il faut y retourner, quoi. Au-delà de l'attachement, si tu veux, il y a quelque chose de... Oui, c'est presque une relation humaine, quoi. Et l'instrument, c'est l'instrument, attention, hein, moi j'ai aucune espèce de fétichisme pour la guitare en tant que telle. Pour moi, c'est un instrument comme ça, c'est un instrument aussi, hein, c'est un truc qui sert à faire du feu, bon, ça sert à faire des notes. Mais je pense que quand tu es vraiment mordu par ça, tu développes des canaux d'expression qui sont... Après, tu peux plus t'en passer, quoi. Morito, je crois Morito Chico, il disait c'est ma femme, en fait. Ouais, alors non, moi je préfère avoir une vraie femme. Ouais, moi j'ai jamais eu... Il y a peut-être une période quand j'étais ado où j'avais un peu de fétichisme pour l'instrument, c'est à force de passer des heures dessus, c'est un peu comme ton doudou, quoi. Mais non, moi j'aime pas tellement la guitare en tant que telle. Je m'en fous, je veux dire, j'aurais pu jouer du vibraphone, ça aurait été pareil, je veux dire,
C'est juste que ça permet de faire des choses, mais c'est qu'un instrument. Et le lien que l'instrument, au terme, c'est comme il y a encore un autre maître dans $1 Million Baby, où la boxeuse dit je travaille mon sac, il dit non, c'est le sac qui te travaille. La guitare c'est pareil, tu travailles ta guitare, non, c'est la guitare qui te travaille toi. Et, Tu as parlé beaucoup d'accompagner le chant et la danse. Ouais. Ouais, pareil. La danse, elle est plus sur un registre rythmique, ce qui est tout aussi important, hein, qui est même la base. De toute façon, tu entends les guitaristes qui ont zappé une étape. Ce qui fait de Paco, ce qui faisait de Paco de Lucia, c'était aussi que le chant c'était maîtrisé à l'extrême et que la danse c'était maîtrisé à l'extrême. Après, la dimension soliste, elle est en plus de ça. Mais un guitariste de flamenco, c'est avant tout un accompagnateur. Tu as appris l'accompagnement au canté. Ouais, l'accompagnement à la danse, oui. Et à la danse, ça s'est passé. À la danse, d'abord, l'étape indispensable, c'est de se taper des classes de danse. Donc là, en général, ça consiste à jouer extrêmement lentement des trucs qui sont censés jouer vite avec des gens qui tapent pas tous en même temps. Comme en bas là. Ouais, alors, ces trucs-là, ils font pas de sapaté à dos, mais si un danseur qui fait des trucs comme ça, il faut qu'il se pose des questions. Ça te donne de la stabilité, de la sécurité, de l'assise. Et après, quand tu es en situation, moi je suis rentré dans un talent à Séville, à Las Brujas, où tu savais pas ce que tu allais jouer, je me rappelle, plus personne ne te prévient. Hein, donc, tu es là, tu remplaces, tu connais pas les mecs, personne ne vraiment te fait un tapis rouge, et puis tu regardes l'autre guitariste, tu fais on va jouer quoi, il me fait je sais pas. Et je dis mais qu'est-ce que tu veux dire par je sais pas, il me fait bah ça dépend de la nana qui sort des loges et puis de la couleur de sa robe. Alors, on attend, ça 2 minutes. Puis il y a une nana qui sort des loges et il me regarde et fait Taranto, Odo, Sandos. Alors, Taranto. Tu sais que Taranto c'est en fa dièse, que c'est en 4 temps, qu'il va y avoir une partie de chant, une falsetta, une partie de chant, une escobilla, que ça va passer pour le tango à un moment. C'est tout ce que tu sais. Tu le sais parce que tu l'as appris ou parce que tu l'as observé, tu l'as étudié, mais une fois que tu es dans le bain, bah, c'est la première fois de ma vie que j'accompagnais un Taranto pour là, c'était comme ça par exemple. Bah, il y avait un autre guitariste qui connaissait la danse, tu vois, à côté, donc au départ tu la ramènes pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire, tu te mets vraiment un peu en arrière. Il n'y a rien de préparé pour pas une semaine avant. Dans le tablard, non. Dans le tablard, non. Quand tu travailles après, que tu montes des spectacles avec des danseurs, avec des solistes, là, bah oui, tu prépares des trucs, tu chiettes ta structure, tu répètes la danse plein de fois, donc là, tu commences à comprendre un peu ce qui se passe, mais c'est pareil, moi j'ai beaucoup, à Grenade, j'ai observé ça énormément grâce à mon pote David qui était sur place, donc pendant 3 mois, quasiment tous les soirs, je me tapais 2 passés de tablard. En écoutant, en regardant ce qui se passait. Donc j'ai beaucoup appris, surtout en regardant, en observant ce qui se passait, en voyant plein de danseurs différents, en voyant plein de guitaristes différents accompagnés. Pardon. Et puis après, bah voilà, après ça se fait petit à petit, quoi. Ça se fait petit à petit, tu montes des groupes où on t'appelle pour accompagner tel ou tel danseur, telle ou telle danseuse, bon, tu t'adaptes, tu as une idée comme ça de la structure, après, bon, si tu as le temps de préparer, tu répètes, tu cales 2-3 détails. Mais c'est beaucoup aussi, c'est comme pour le chant, ce qui est déterminant là-dedans, c'est plus une question d'attitude. C'est comment tu te positionnes par rapport au soliste. Dans le chant, ben, tu as la problématique de garder le compas et puis de changer l'harmonie quand la phrase du chant le demande, quoi. Pas avant, pas après, quand il faut. La danse, c'est pareil, il faut gérer l'énergie. Il faut savoir quand savoir émater, qu'est-ce que tu dois donner comme énergie. Tu crées des vagues comme ça, dynamiques, puis elle retombe, puis elle remonte, puis elle retombe, etc. Tu montes des petits détails vraiment au scalpel pour ponctuer ça, mais l'attitude est déterminante. Il faut se mettre dans l'énergie de l'autre, il faut être dans sa respiration. C'est quoi ton activité, principale Alors la scène, j'en fais un petit peu moins maintenant. Occasionnellement, là, je m'occupe moi des jeudis flamenco de la chapelle des Lombards. Donc je fais venir des gens, des fois je joue, des fois je joue pas. La plupart du temps, j'essaie de laisser les gens jouer et présenter leur travail et leur équipe sans intervenir moi en tant que guitariste. Mais occasionnellement, je le fais. La prochaine date, c'est en 19 janvier avec Léa Linares, donc là je vais être comme guitariste.
Donc ça, c'est le lien que je garde, on va dire, avec le tabla. Ensuite, le gros de mon activité en ce moment, c'est la composition. Ouais, pour un deuxième disque, c'est un travail un peu plus solitaire. Et puis à terme, quand les compositions sont finies, après il faudra commencer à travailler avec des intervenants, donc les percussionnistes, les chanteurs, etc. À côté de ça, voilà, j'enseigne, j'ai pas mal d'élèves, je compose, je fais des séances de studio pour des musiques de films, je fais de la transcription. Pendant quelques années, j'étais transcripteur pour le flamenco de My Songbook, qui était une espèce de librairie de partitions comme ça en ligne. Donc j'ai relevé pas loin d'une centaine de titres. Ça allait de Lamont Montoya à Diego de Morao, quoi. Donc j'ai fait des partitions ça, qui ont été vendues ensuite sur le site. Donc voilà, moi je suis assez pluriel, tu vois. J'ai fait du piano aussi pendant 3 ans. Après le premier album, j'ai eu un espèce de rejet dégoût de la guitare et du flamenco. Donc j'ai fait du baroque pendant 3 ans. J'ai travaillé Bach pendant 3 ans et ça a été une manière de continuer à progresser dans la musique sans être dans le flamenco, sans être dans la guitare, mais simplement en découvrant, par exemple, je sais pas, travailler avec 3 voix ou 4 voix. Un truc à la guitare, c'est pas facile à faire ça. Donc le piano m'a ouvert aussi plein d'autres perspectives de composition, de compréhension de la musique, etc., que j'aurais jamais pu obtenir par la guitare. Du coup, tu travailles quand même avec des nombreux artistes finalement. Oui, je collabore beaucoup. Comment naissent ces projets? Comment ça naît? Comment tu... Quand tu dis tiens, je vais faire mon album. En fait, pour l'album, si je vais composer. Pour le premier album, ce qui était décisif, c'était pendant quelques temps, j'ai accompagné la Tremenita à Séville, chanteuse de Séville assez connue, et donc moi j'ai eu la chance de l'accompagner dans des peñas et dans des théâtres en Espagne. Et on a fait comme ça 3 tournées ensemble. Et sur la dernière tournée, je m'étais mis en tête de lui recomposer toutes les falsettas du récital. Et j'ai composé, je sais pas, peut-être une quinzaine de trucs en quelques mois. Et puis ça a été enregistré ces trucs-là, puis j'ai commencé à trouver que c'était pas trop mal. C'était pas parfait évidemment, loin s'en faut, mais je commençais à aimer le travail que je faisais en composition, et donc je me suis dit, allez, puis merde, je le fais. Bon, une fois que tu as dit ça, tu as juste ouvert la porte sur un énorme champ de bataille intérieur, de prise de tête, de remise en question. C'est difficile de réaliser ça. C'est difficile. Mais c'était tu progresses beaucoup sur plein d'autres aspects, parce qu'il n'y a pas que l'instrument, il n'y a pas que le flamenco, il y a beaucoup de choses en musique qui demandent beaucoup de travail et qui sont dures même à identifier. Par exemple par exemple, faire une direction artistique, quand il faut commencer à expliquer aux gens ce que tu attends d'eux. Ça a l'air con comme ça, mais c'est vachement plus dur à faire qu'on croit, parce que tu as une vision musicale dans ta tête, et il faut que tu trouves les mots pour en parler et pour que l'autre y comprenne. Voilà, donc ça c'était le premier album, tu fais beaucoup d'erreurs. Enfin, moi j'ai fait beaucoup d'erreurs, si tu veux, là-dessus. Alors j'ai eu du bol parce que j'ai appelé des gens super, et ils ont dit oui, et c'était génial. Et donc il y a Rocio Marquez qui est venu chanter, il y a Nio Delche, il y a Pedro Granadino, il y a Encarnadillo. Des gens où tu dis vas-y, tu fais ce que tu veux, on va le faire. Puis tu les appelles au téléphone, tu dis tiens, Rocio, si tu peux... Rocio c'était une copine, hein, donc c'était plus simple. Nino Delche c'est pareil, c'était un pote. Pedro Granadino, je l'avais rencontré parce que j'avais accompagné la Farruca à Paris et il était chanteur à cet endroit-là, donc on se connaissait, on s'était rencontrés, on avait joué ensemble. Encarnadillo, c'était la seule que je connaissais pas personnellement, mais elle avait joué à la Peña, à Flamenco en France, donc c'était pas compliqué de trouver son numéro. Et voilà, après c'est un gig, quoi, tu vois, ils étaient payés ces gens-là pour travailler. Donc, Et puis il faut trouver tous les financements pour produire tout ça. Alors paradoxalement, c'était la partie la plus simple. Le disque a été financé en grande partie par des élèves et par des mécènes, des gens qui aiment mon travail et qui ont un peu d'argent et qui ont. Voilà. Génial. Ouais. Si c'était à refaire, tu referais ce que tu as fait. Le choix de la musique, le choix de quel conseil t'aurais aimé avoir, et si c'était à refaire, tu referais la même chose? Ou tu referais, t'aurais aimé avoir des conseils et faire d'autres choix ou... Non, mais les conseils, je les ai eus. Peut-être qu'est-ce que j'aurais dû mieux écouter, peut-être.
Mais même ça, tu sais, enfin, je veux dire, c'est difficile de dire est-ce que j'aurais fait pareil. Il y a des trucs, j'aurais bien aimé m'en passer, mais bon, c'est passé comme ça. C'est comme ça. Bon. Il y a des périodes comme ça où c'est dur. Je pense que de manière un peu personnelle, intime comme ça, j'aurais, oui, peut-être plus écouté, peut-être un peu plus fermé ma gueule, un peu plus attentif à certaines choses, être plus... Il y a beaucoup de parasites, si tu veux, dans une vie de musicien, des choses pas intéressantes qui prennent beaucoup de place, notamment sur la reconnaissance, sur l'ego. C'est difficile à doser, parce que de l'ego, il en faut un petit peu pour faire ça. Pour être capable de monter sur scène, de présenter un travail, d'essayer de créer quelque chose, il faut un peu d'ego, il faut croire un peu que tu es capable de faire ça. Tout ce qu'il y a au-dessus de ça, ça prend de la place. Tout l'ego en plus, c'est qu'est-ce qu'il va dire celui-là, et qu'est-ce qu'il en pense, et est-ce que les gens y m'aiment, et est-ce que je suis vraiment, est-ce que je vais devenir quelqu'un de connu, est-ce que toutes ces questions de merde là, des fois ça fait beaucoup de bruit tout ça. C'est inévitable, je pense que ça fait partie de l'éducation de tout le monde aussi, du chemin de vie, de dégraisser ce genre de truc, parce que tu vis mieux sans ça. Hein. Au bout d'un moment, tu découvres que c'est des questions qui sont... ça ne donne rien, quoi. Peut-être j'aurais aimé perdre moins de temps avec ces conneries-là, pendant des années, quoi. Mais bon, en même temps, peut-être j'aurais pas... aujourd'hui, je suis plus tranquille avec ça. Peut-être que si tu vas passer par tout ça, aujourd'hui, je serais encore complètement torturé avec ces questions-là. Ouais, voilà ce que j'aurais changé. Mais enfin, et quel conseil toi tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans la musique ou qui veut dans le flamenco? Tu te donnes des conseils ou tu lui dis faut être... Je sais pas, pas vraiment des conseils, mais je dirais qu'il faut pas envisager ça comme un voyage touristique. C'est important, quel que soit le niveau, quels que soient les objectifs, de le faire avec beaucoup d'amour, parce que ça te l'air très très mal la dilettante, ce truc. Mais c'est mon opinion. Il y a des gens qui trouvent que c'est un propos un peu réac. C'est jamais qu'une opinion. Hein. Mais voilà, je pense que c'est vraiment important, mais quel que soit ce qu'on fait, de le faire avec beaucoup il faut se dédier, quoi, complètement. Sinon ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup de le faire. Quels sont tes meilleurs souvenirs dans ce métier, dans ton expérience jusqu'à aujourd'hui, bien sûr. Jusqu'à aujourd'hui, t'as des souvenirs de... C'est pas forcément lié au flamenco. Tu vois, récemment, par exemple, un truc qui a été vraiment important pour moi, j'ai travaillé avec Louis Winsberg et Jean-Marie Leclerc en trio. Et Louis, c'est un mec que j'écoute depuis que je suis ado, pour qui je révère absolument depuis toujours, et donc de pouvoir à un moment de ma carrière partager la scène et faire de la musique avec lui, ça c'était un cadeau génial, c'est ravi. Dans le flamenco, ouais, j'ai eu de la chance, hein, tu sais, moi j'ai été verni quand même. Hein, la Tremendita, il y a eu des côtés qui étaient difficiles, qui étaient chiants, mais sur le plan musical, j'ai tellement appris avec elle que ça compense. Il y a tellement de choses. Il y a beaucoup de choses, mais je regarde pas tellement en arrière. Par moments, non, mais des choses comme ça qui vraiment t'ont marqué. Tu dis, ah ouais. Ouais, bien sûr. Tu te mets au point du feu et puis ah ouais, quand même, ça c'était vraiment bien. Le problème, c'est que j'ai pas de cheminée, mais ouais, bien sûr, il y en a, mais je me concentre maintenant beaucoup. Enfin, je suis toujours concentré sur ce qui reste à faire et sur les choses que j'ai envie de faire pour la suite. C'est quoi alors les projets? Un deuxième album, écoute, voilà, ça avance un peu façon EVD d'Alcatraz, dans ces petites cuillères mur en béton, mais bon, ça progresse. Au fait, je sais pas poser la question, je peux me permettre. Ton nom, de quelle origine est-il? Berchatsky, c'est Bessarabe. Bonne journée. La Bessarabie, c'est la clé de Moldavie, en fait. Mon grand-père, en termes d'origine, moi, ma mère est tunisienne, d'origine tunisienne et polonaise, et mon père, il est originaire de Bessarabie et du Lot, du sud-ouest. Donc mon nom, c'est le nom de mon père, donc c'est le nom de mon grand-père qui vient de ce coin-là de la Moldavie. Et donc, comme tu peux le constater, 100% pur jus, pas andalou, quoi. Et tu t'appelles quand même El Mati. Ouais, alors El Mati, c'est le sobriquet d'artiste, on va dire, qu'un diminutif de Mathias, hein, c'est pas compliqué. Hein. C'est pas le matin comme en catalan. Non,
Non, c'est un journal qui s'appelait comme ça, effectivement. Ouais. D'ailleurs, à Séville, ça m'a valu une déconvenue. À l'époque, j'étais avec la Tremendita, c'était le père de la Tremendita qui nous faisait tourner. Et il voulait pas m'appeler Mati parce que c'était le diminutif de sa tante qui s'appelait Mathilde. Mathilde. Donc ça le gênait. Donc j'étais annoncé comme Mathias. Parce que je trouvais, ça me faisait chier. D'ailleurs, à l'époque, je n'étais pas content qu'on m'appelle comme ça, mais je trouvais que ça ne le faisait pas comme la Tremendita avec Mathias à la guitare. Je trouvais que c'était un peu chelou. Donc El Mati, c'est... Oh, puis c'est pratique, c'est des pseudonymes en fait. Par exemple sur le disque, le premier album, j'avais mis composition par Mathias Bachetsky, guitare El Mati. Si tu veux. Pour moi c'était une manière de dire, ok, il y a un mec qui compose, il y en a un autre qui joue, c'est pas le même. Et c'est vrai que quand tu joues tes compositions, tu as quand même deux travails différents à faire. Tu as le travail d'écriture qui est une chose, et le travail d'interprétation de ta propre musique, et de jeu de ta propre musique, qui est une mission vraiment de guitariste, quoi. Donc c'est bien pratique. Après, je suis pas hyper attaché à ce nom-là. On arrive déjà à la fin de l'interview. Écoute, je te dis déjà bonne chance pour tous tes projets. Hein. Merci. Et est-ce que avant de nous quitter, tu pourras nous jouer quelque chose? On pourra. Alors là, on va peut-être la faire en 2 fois. Bon, en tout cas, merci d'avoir partagé avec nous cette expérience, ta passion et puis ton actualité. Je te dis hasta luego. Hasta luego. Et viva el flamenco. C'est ça, ouais.